Ready Pro Media, strong and swagger team. Teacher of teachers. In a world where nothing. Voilà. Alors, on va d'abord commencer à remercier nos téléspectateurs partout où ils nous suivent. Et puis leur dire soyez les bienvenus dans notre programme sur notre chaîne YouTube Red Pro Media. Et ça, c'est le magazine Info Roundup. Alors, comme je vous avais promis la fois passée, que nous allons commencer toujours à vous amener des personnes qui se sont distinguées, des personnes intelligentes, des personnes vraiment qui savent ce qu'ils font, ce qu'ils disent. Et aujourd'hui, je ne suis pas seul. Comme d'habitude, je vous ai encore envoyé un autre invité, en tout cas une personne très distinguée. D'ailleurs, c'est un ami que je connais bien, mais je vais laisser qu'il se présente lui-même. Bonjour Anthony et merci d'être avec nous. Bonjour Boston et merci beaucoup pour l'invitation. Oui, continuez. Alors, je me présente, je m'appelle Anthony Mukuna. Je suis un Congolais d'origine et j'ai immigré ici aux États-Unis, ça fait 13 ans. Et en ce jour ici, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur moi professionnellement? Moi, personnellement, je te connais très bien. D'ailleurs, tu es aussi, ça, je sais que c'est personnel, mais tu es CPA ici aux États-Unis. Je vais d'abord dire à nos téléspectateurs, ne nous prenez pas vraiment rigueur. Anthony, c'est mon ami, alors vous allez entendre que parfois nous allons nous tutoyer un peu, puisque nous nous connaissons vraiment, ce n'est pas pour l'émission, mais depuis nos maisons. Alors, Anthony, je disais que vous êtes, je vais commencer par là, vous êtes CPA, ça je le sais. Donc, c'est comment encore CPA? Ok. Donc, background, je suis un comptable de formation. J'ai un diplôme Business Administration en comptabilité, ici à l'université de Boise State, ici à Idaho. Et après ça, j'ai fait la certification qu'on appelle Certified Public Accountant. Voilà, c'est ça que j'ai cherché d'abord. CPA, c'est une abréviation du terme Certified Public Accountant. C'est une certification qui est offerte aux comptables qui sont désignés comme étant comptables experts, qui leur donnent le droit de pratiquer la comptabilité publique, du genre faire les taxes, la préparation des taxes et surtout la représentation des clients qui viennent pour les problèmes fiscaux auprès de l'ARS. En tout cas. Et aussi, je suis un détenteur d'un diplôme en Master of Business Administration. C'est pourquoi je vous ai dit que nous allons commencer toujours à vous amener des bonnes personnes, des personnes qui se sont distinguées. En tout cas, je suis content, Anthony, que vous soyez ici avec nous. Comme vous avez parlé des IRS, vous avez parlé des CPA. Pour cela, je crois que vous avez compris ce qu'il a expliqué, le mot CPA. C'est quoi encore? Certified Public Accountant. Donc, moi, je vous appelle vous êtes comme des avocats, déjà qui font des comptabilités. Donc, vous, c'est leur avocat. Vous parlez, donc vous les aidez. Donc, vous aidez les gens qui font des taxes. Au fait, c'est une partie de ce qu'un CPA peut faire, mais la partie la plus fondamentale, c'est que la plupart des CPA, ça leur donne le droit de faire les audits des entités et des entreprises qui sont enregistrées dans les Security Exchange Committee, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire quand une compagnie va aller en public du genre et puis commencer à faire lever des fonds, des capitaux où les gens peuvent venir investir dans leurs entreprises. Et pour cela, ils ont besoin d'être listés dans des grandes... Je ne connais pas le terme en français. Je vois aussi que ça, c'est déjà profond, c'est déjà trop technique. Et puis, comme nous parlons des taxes, et aujourd'hui, ici aux États-Unis, je crois que c'est depuis le 24 janvier passé, la saison des taxes, ce que nous appelons ici tax return, avait commencé. Alors, nous avons un peu des questions avant d'entrer. Et évidemment, n'ayez pas peur, nous allons aussi parler de la politique de notre pays, la République démocratique du Congo. Et le Kamaka, c'est que moi, j'ai toujours rappelé ça. Alors, avant cela, comme nous sommes dans la période des taxes ici aux États-Unis, nous avons une ou deux questions. Nous voulons vraiment que vous nous aidiez un peu. Commençons par le mot taxe. Sans vraiment entrer dans la technique, c'est quoi une taxe? Sans entrer dans la technique, en mot simple, une taxe, c'est une redevance. Donc, une redevance. Maintenant, qui paye des taxes ici? Pas seulement ici, mais pourquoi payer des taxes? Qui paye des taxes et pourquoi les payer? Bon, les taxes, c'est un moyen que le gouvernement utilise pour lever les fonds qui peuvent lui permettre de faire sa politique. Oui, ok. Et donc, les taxes, l'impôt sur le revenu. Donc, tout l'argent là vient des taxes que nous payons. Donc.
Bon, dès que vous payez les individus, Oui, que les entreprises payent, Ok. vous payez des taxes sur le revenu, vous pouvez payer des taxes sur des biens comme des maisons. Si vous êtes une maison, vous pouvez payer la taxe sur la propriété. Et le gouvernement utilise ce moyen-là pour mobiliser les fonds qui peuvent permettre qu'ils puissent faire leur politique, c'est-à-dire payer la police, payer l'armée, construire les écoles, arranger les routes. Il y a un grand avantage de payer des taxes. À un moment où il y a des gens qui négligent de payer leurs taxes. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ça? Des gens qui négligent, qui disent c'est quoi des taxes? Ça bénéficie seulement au gouvernement, ça bénéficie peut-être aux riches. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ça? Des gens qui négligent de payer des taxes. Les gens qui négligent de payer des taxes, bon, je les encourage juste à reconnaître que c'est important. En tant que bon citoyen, si vous appréciez l'environnement dans lequel vous vivez, vous appréciez les écoles dans lesquelles vous pouvez envoyer vos enfants, surtout ici aux États-Unis, gratuitement, si vous appréciez le fait que vous pouvez conduire dans des bonnes routes, ça doit vous encourager à payer les taxes parce que c'est sans ces taxes-là qui donnent au gouvernement le moyen de faire sa politique. Les taxes-là que nous parlons maintenant, là, c'est les mêmes qu'avec les tax return ou bien tax return c'est une autre chose? Tax return, c'est en français, c'est le terme qui veut dire, c'est-à-dire que les tax return, c'est une déclaration de taxes. Déclaration de taxes. Ouais. Ok. Donc il y a d'abord payer des taxes, maintenant il y a aussi déclarer des taxes. Il faut prendre les deux choses séparément. La taxe en général, c'est-à-dire que tu payes quelque chose sur ton revenu, une révédance au gouvernement sur ton revenu. Le tax return, c'est une procédure par laquelle un individu ou une entreprise va préparer les données sur ses revenus et ses dépenses pendant une année normale ou une année fiscale pour les entreprises, pour montrer au gouvernement, voilà ce que j'ai fait, voilà quelles étaient mes dépenses, voilà qu'est-ce qui est mon revenu taxable. Voilà. Et sur base de ça, c'est ça que je dois payer en termes, comme taxe. C'est ça qu'on appelle le tax return. Voilà. C'est cette déclaration de taxe. Et puis aussi, parlant des tax return, est-ce que c'est nécessairement que la personne qui fait des tax return ait l'argent, donc le refund, ce qu'on appelle aussi le refund? Est-ce que c'est toujours nécessaire ou bien parfois ça peut arriver que vous faites les tax return, mais c'est vous qui payez le gouvernement, ou bien c'est toujours nécessaire que vous ayez de l'argent du gouvernement quand vous préparez les taxes? C'est pas nécessaire ou pas nécessaire, c'est juste une procédure. C'est-à-dire que il y a des gens qui, quand ils gagnent leur argent, ils ont leur revenu pendant une année, ils font des paiements en avance sur les taxes en estimant ce qu'ils doivent payer au gouvernement comme taxe. Et si tu as payé trop par rapport à ce que tu devais payer, au moment où tu fais ta déclaration de taxe, le tax return comme on appelle en anglais, à ce moment-là, vous faites la réconciliation. Tu dis au gouvernement, voilà, gouvernement, j'ai fait autant, j'étais avancé autant, et sur base de ce que je t'ai avancé, apparemment, j'ai trop payé. Le gouvernement dit, je te remets. Parfois aussi, ça peut être que tu as fait autant, j'ai payé autant, mais j'ai pas payé suffisamment, alors le gouvernement te dira, tu n'as pas payé suffisamment, envoie-moi la différence. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et je veux aussi rappeler que vous-même, Anthony, vous avez une société, si je peux appeler ça, qui aide les gens à préparer leurs taxes. C'est AMM, c'est ça? J'ai une firme de comptabilité qui s'appelle AMM. Ce sont les initiales de mon prénom, post-nom et nom. AMM Accounting Solution and Consulting. Et dans cette firme-là, je suis en mesure d'assister les individus et surtout aussi les business, les gens qui ont des petites entreprises, à les aider à préparer leur déclaration de taxes. Et au-delà de ça, nous faisons aussi du support des opérations comptables pour une entreprise qui n'a pas les moyens de s'engager un comptable à temps plein. Il y a aussi le moyen de leur offrir un support des opérations comptables pendant toute l'année. Et ça peut aussi leur aider à rendre la procédure des déclarations de taxes un peu plus aisée à la fin de l'année. Oublions les sociétés, parlons un peu des individus, ceux-là qui font des taxes individuelles, individual taxes. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Une personne vient et dit que moi j'ai ma femme, mais je vais séparer avec ma femme. Est-ce qu'il y a des conséquences en ça? Puisqu'eux disent, surtout moi je connais une famille, ils disent non, mais moi nous ne sommes pas encore mariés. Donc nous ne sommes jamais allés au parquet pour aller signer. Donc nous sommes seulement dans notre maison. Bien sûr, nous avons des enfants, mais nous ne sommes pas officiellement mariés. Ces gens comme ça, est-ce qu'ils peuvent se séparer? Quelqu'un se déclare comme head of household, ou bien
c'est qui a vraiment le droit de se présenter comme head of household et quand est-ce qu'une famille peut se séparer? Vous le connaissez comme mari et femme, mais eux disent que non, nous n'avons pas de... donc, ce n'est pas officiel, nous ne sommes pas mariés officiels, nous ne sommes pas allés au parquet pour nous marier, donc c'est pourquoi nous nous séparons. Ok. En termes pour les individus, en termes de fiscalité, quand vous faites vos déclarations des taxes et vous êtes un couple marié, vous avez beaucoup d'avantages à faire vos taxes ensemble. Oui. Parce que quand vous les faites ensemble, il y a certains avantages, les crédits comme on appelle en anglais, qui peuvent vous être retirés juste par rapport au fait que vous le faites séparément. Voilà. Mais si vous le faites séparément, vous devez choisir de le faire en tant que marié, mais qui est en train de faire ses déclarations fiscales séparément. Bon, mais si vous séparez comme ça, celui qui fait vos taxes doit aussi signaler vraiment que ces gens-ci sont mariés, mais ils ont décidé de se séparer. Même que ce soit la personne qui fait les taxes ou bien si la personne fait ces taxes-là elle-même, quand tu fais les taxes en étant marié séparément, tu es dans l'obligation, la personne est dans l'obligation de pouvoir les informations du conjoint. C'est-à-dire quand vous faites la déclaration des taxes et vous avez donné vos informations, vous allez aussi donner le nom et le social security de votre conjoint. De la même manière aussi, si le conjoint fait ses déclarations de taxes, doit donner vos informations. Mais pour ceux-là qui disent qu'ils ne sont pas mariés alors qu'ils sont mariés et qu'ils font peut-être toutes deux, donc les personnes, ils font toutes comme head of household. Ici, celui-ci se déclare, puisque j'ai des enfants, on ne peut pas dire pendant qu'il a des enfants, on ne peut pas dire qu'il est single. Donc, il doit peut-être être head of household. Et peut-être la dame aussi, peut-être il a aussi une ou peut-être deux enfants aussi, qui dit, OK, moi aussi j'ai mes enfants, donc je dois être aussi head of household. Quelle est la conséquence à des gens comme ça? Ok, c'est une très bonne question. D'abord, pour commencer, essayons d'abord de traduire la signification de head of household. C'est un terme en anglais. C'est une catégorie des personnes qui peuvent avoir certains avantages quand ils font leur déclaration de taxes par rapport au fait qu'ils sont chefs de ménage. Head of household en français, ça veut dire chef de ménage, c'est-à-dire la tête household de ménage. Et quand deux personnes sont mariées, ils vivent dans un même foyer. Dans la fiscalité américaine, ces deux personnes n'ont pas le droit de déclarer leurs taxes en tant que chef de ménage parce que c'est un statut qui est réservé à des personnes qui ne sont pas mariées. Quand tu es marié, tu ne peux pas faire des taxes en tant que head of household. Et aussi, de l'autre côté, même si vous n'êtes pas marié, vous vivez ensemble et vous choisissez de faire vos taxes séparément, dans une maison, il n'y a qu'un seul head of household. Exactement. Si vous dites que moi, je suis l'homme, je fais head of household, la femme, je suis head of household, quoi qu'on n'est pas marié, ça veut dire qu'il y a deux head of household. C'est ça. C'est un peu comme si c'est un corps à deux têtes. C'est un monstre. C'est un monstre, c'est pas possible ça. Donc, il y a une conséquence pour les gens qui se disent head of household pendant qu'ils sont encore mariés ou soit pendant qu'ils sont mariés. Donc, s'ils sont mariés, ils doivent soit se séparer et déclarer que nous sommes mariés, mais nous faisons ça séparément. Ou soit, si vous êtes marié, vous faites ça comme joint, donc vous faites ça ensemble. Ou soit, vous êtes peut-être vous êtes divorcé, c'est là que vous pouvez faire chacun avec... Ok, merci beaucoup Anthony. Il y a une autre question à propos des enfants. Des enfants, vous voyez aujourd'hui quelqu'un qui vient te dire, ok, je vais faire des taxes, mais j'ai mon enfant. Mais tu regardes que ce n'est pas son enfant. Comment ça se passe pour déclarer les enfants? Déclarer les enfants, c'est-à-dire que quand tu fais une déclaration de taxes et tu déclares un enfant, c'est-à-dire qu'on appelle independent en anglais, c'est-à-dire une personne que tu as prise en charge pendant une bonne période de l'année fiscale, ou bien l'année normale. Il paraît que c'est 6 mois at least, hein? Au moins 6 mois, n'est-ce pas? Au moins pendant la moitié de l'année, tu as pu donner à l'enfant un support qui est au-delà de 50% de ce dont il avait besoin. Et ça peut être ton enfant, bien ça peut être l'enfant d'une autre personne. Si peut-être il est arrivé que non, tu avais un frère, un ami qui avait des problèmes et qui a demandé que tu puisses l'aider, héberger l'enfant, et l'ami t'a donné la responsabilité de cet enfant-là, ça te donne peut-être le droit de pouvoir déclarer cet enfant en tant qu'independent. Donc ce n'est pas vraiment mauvais de déclarer un enfant, mais c'est seulement savoir si vous êtes resté avec cet enfant-là pour une période de temps.
ou bien si vous avez soutenu cet enfant financièrement, restez avec lui et soutenez cet enfant financièrement pendant une bonne période de Sinon, l'année. si ce n'est pas comme ça, ce n'est pas une bonne chose à faire. Si ce n'est pas comme ça, c'est une fraude fiscale. C'est une fraude fiscale. Prendre un enfant déclarer un enfant, mettre un enfant dans ses déclarations qui n'est pas resté chez vous, à qui vous n'avez pas donné un support financier, c'est une fraude fiscale. En tout cas, merci beaucoup Anthony. Nous continuons toujours avec notre émission Info Roundup. Comme j'ai dit, nous allons parler des États-Unis comme nous sommes dans la période des tax returns. Alors, nous allons continuer. J'ai encore une question, Anthony, comme on parle des taxes. Ici, c'est aux États-Unis qu'on parle de ça. Yeah. Allons maintenant chez nous au Congo. Est-ce que les gens payent des taxes au Congo? Puisque selon ce que vous avez expliqué, donc les taxes sont importantes. Donc avec les taxes, c'est comme ça que nous avons des écoles, des bonnes écoles peut-être. C'est comme ça qu'on paye nos militaires et tout ce que vous avez énuméré là. Maintenant au Congo, est-ce que les gens payent aussi des taxes? C'est une très bonne question. J'ai souvent entendu ce genre de propos selon lesquels au Congo on ne paye pas les taxes. Moi, avant d'immigrer aux États-Unis, j'ai eu quand même la chance de travailler au Congo. J'ai travaillé dans une entreprise de télécommunications pendant à peu près 2 ans et demi. Et j'avais un salaire. Et j'avais un bulletin de paye qu'on me donnait chaque mois. Et dans ce bulletin de paye-là, on me montrait quel était mon salaire brut et quelles étaient mes contributions pour les charges patronales et aussi qu'est-ce que je payais comme impôt. Donc, au Congo, si on paye quand même des taxes. Au Congo, on paye des taxes. Mais le problème, c'est lequel? C'est quand les gens payent les taxes, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que le gouvernement en fait? Avec ces taxes, c'est peut-être à ce niveau-là que le problème se situe. Mais moi, je sais qu'il y a beaucoup d'individus et beaucoup d'entreprises aussi qui payent leurs taxes au Congo. C'est vrai. En tout cas, merci beaucoup. Donc, au Congo, il y a des gens qui paient des taxes. Continuez aussi à payer des taxes au Congo. C'est une bonne chose, comme Anthony l'a énuméré ici. Maintenant, toujours avec le Congo, donc nous sommes déjà dans notre pays. J'ai une question. J'ai toujours demandé aux gens comment va le pays. Mais moi, aujourd'hui, je ne vais pas demander cette question-là, comment va le pays. Puisque, comme Tshisekedi, le président Félix, je crois 2 ou 3 jours passés, il avait déjà totalisé 3 ans depuis qu'il est président, depuis qu'il est à la tête de notre pays. Alors, 3 ans déjà. Selon vous, Anthony, quel est le bilan de Félix Tshisekedi? Fachi Béton, peut-être. Fachi Béton. Fachi Béton, oui. Quel est le bilan de Fachi Béton aujourd'hui? 3 ans après son investiture, moi je n'ai pas encore eu la chance de retourner au pays depuis qu'il a été investi. Ça fait même quand même, nous savons comment ça s'est passé. Oui, mais on essaie de voir par rapport aux informations. Ouais. On a de la famille là-bas avec qui on parle. Je peux dire que le bilan est un peu mitigé, mais il est, je peux dire, relativement positif. Quand je dis relativement positif, ça veut dire quoi? Un peu là. C'est-à-dire que c'est pas parfait. Il a trouvé les pays dans une situation très difficile. Là, je vais même prendre note. Mais quand je dis relativement difficile, c'est-à-dire que non, je peux dire qu'il y a beaucoup de bons côtés que de mauvais côtés. Oui. Si on peut dire, je ne peux pas faire une affirmation ici. Si peut-être il a fait peut-être des bonnes choses à 55%, il y a peut-être des choses qui ne marchent pas à 45%. C'est pour ça que je parle un peu d'un bilan positif, relatif. Ok. Avec le relatif là, est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez énumérer? Vous dites, regarde, Bosch, on était ceci, voilà. Puisque les gens, voici comment on demande la question. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez nous dire que non? Voici comment Fachi a trouvé le pays. Maintenant, dans 3 ans, voici là où nous sommes aujourd'hui avec Fachi. Là, peut-être ça peut aider quand même aux gens qui regardent et disent, ok, oui, ça c'est vrai. Je crois que la chose la plus importante, à mon avis, c'est cet effort-là d'essayer de remettre en place la discipline fiscale. Moi, je suis comptable de formation, je suis dans la fiscalité et je sais ce que la fraude peut faire à un pays. La fraude fiscale, la corruption et qu'on sort. Parce que c'est le moyen, c'est ce qui permet à l'État de faire sa politique. Tu as dit, si tu m'as posé la question, est-ce qu'au Congo on paye les taxes? Comme beaucoup de gens disent, au Congo on va foutre à la taxeter. Mais moi je dis que les gens on paye les taxes au Congo. Le problème du Congo c'est quoi? Quand les gens payent les taxes, quand les entreprises payent les taxes, qu'est-ce que le gouvernement en fait? Et quand on parle du gouvernement, ce n'est pas seulement le président. Le gouvernement c'est toute une administration, c'est toute une structure. Ça commence à partir du gouvernement local, du gouvernement mais quand même le président là, il est là pour assurer la bonne gouvernance, la bonne, comment on appelle ça? En anglais, on dit guidance, donc donner les guides pour comment cet argent-là est en train de marcher. Le président a un grand rôle à jouer avec son leadership de mettre
donner la vision. Et je crois qu'il y a eu cet élan-là de donner une vision pour essayer de décourager les comportements à tendance de corruption des agents du gouvernement. On a vu aujourd'hui, il y a l'inspecteur général de finances qui a initié beaucoup d'enquêtes. Ça, c'est Gilles Alinguete. Gilles Alinguete. Et moi, en tout cas, sur ce point-là, même si ce n'est pas parfait, même s'il y a des gens qui se plaignent qu'apparemment, c'est une justice sélective, on va vers certaines personnes, d'autres personnes, on ne va pas vers ces personnes-là. Mais je me dis que non, du moment où il y a cet esprit-là, qui fait qu'un agent du gouvernement, un fonctionnaire, c'est que non, en volant comme ça, un jour je peux me retrouver avec Gilles Alinguete sur mon dos. Il va penser, réfléchir mais deux fois. il paraît, parlant de Gilles Alinguete, j'ai une question, mais comme vous avez parlé de Gilles Alinguete, mais il paraît Gilles Alinguete, à présent, là, aujourd'hui, là que nous parlons, c'est comme si nous ne le voyons plus, hein. Gilles Alinguete, il paraît qu'il est fatigué selon ce que les gens disent. Bien sûr, il avait bien commencé, il faisait ce qu'il devait faire, mais il paraît qu'il est découragé puisque à chaque fois qu'il amène les personnes qui ont peut-être volé, on les met dans des prisons. Deux jours après, les personnes sont sorties. Voilà, Gilles Alinguete, il est fatigué, donc il ne poursuit plus ces gens-là. Oh, c'est un bon point. Moi, j'ai suivi Gilles Alinguete dans une de ses dernières interviews, je crois, il y a un mois. C'est vrai que quand ils avaient commencé avec un système où ils essayaient de poursuivre des gens qui avaient peut-être commis des fraudes, qui s'étaient avérées apparemment vraies. On a pris leur dossier. Le rôle de l'inspecteur général de finances est de constituer un dossier qu'il va donner à un procureur de la République qui est considéré comme étant l'avocat de l'État, du gouvernement, qui va constituer un dossier pour presser pour déposer des charges contre l'individu. Et lui, son travail s'arrête à ce niveau-là. Mais similairement, même ici aux États-Unis, c'est comme ça que ça se passe. Moi, j'ai travaillé dans la fiscalité, j'ai travaillé aussi avec des juges, c'est comme ça qu'on fonctionnait. Tu constitues un dossier avec des éléments donc, et avec des recommandations. Pas à Gilles Alinguete, la faute, c'est au procureur. C'est la machine de la justice. S'il y a quelque chose qui bloque, c'est peut-être la machine de la justice. Mais il y a une chose qu'il a dit récemment, c'est qu'il a voulu aussi essayer de focaliser ses ressources et ses efforts dans des contrôles concomitants. Je crois que c'est le terme qu'il avait utilisé. Ou des contrôles qui se passent pendant que les opérations financières sont en train de se passer. Il paraît qu'il avait déjà mis ces gens dans des institutions. Dans les institutions. Voilà. Quand les gens qui sont censés gérer, quand ils volent, généralement, ce qui se passe, c'est comment? Ils volent, il n'y a personne qui a vu. Laisse-moi finir. On clôture l'année fiscale et quand on clôture l'année fiscale, il a déjà volé. C'est après qu'on a clôturé l'année fiscale, on a fait les rapports, qu'on se rend compte qu'il a volé. L'argent est déjà parti. Laisse-moi finir. L'argent est déjà dans un compte en banque en Suisse. Mais maintenant, lui, il a voulu changer l'approche. C'est-à-dire que non, je suis là avec toi. Si tu vas voler, qu'on vole ensemble. Ou bien si on ne va pas voler ensemble, c'est-à-dire que tu ne pourras pas voler. Maintenant, heureusement que tu as fini, mais sinon, il y a quelqu'un que j'ai toujours suivi, lui dit non, ça, ce n'est pas une bonne manière de faire des choses. Il faut laisser que ces gens-là volent. Puisque selon lui, donc la personne là que j'avais suivie, lui dit que non, ça c'est un moyen que Gilles Alinguete avait trouvé pour protéger peut-être ses camarades ou bien les camarades du président, puisque au lieu que demain on entende que non, telle personne a volé, alors que peut-être c'est les proches du président, les gens qu'on va commencer déjà à voir non, donc il paraît que le président en sait quelque chose. C'est pourquoi lui, il a procédé à ce système-là, comme ça ces gens-là ne volent pas, donc c'était seulement une manière de faire que de protéger les proches du président. Est-ce que ce n'est pas ça qu'il a fait ça? Protéger les proches du président, tu peux expliquer un peu? Ok, selon la personne dont je parle, j'ai entendu seulement quelqu'un dire que le système là que Gilles Alinguete a entrepris, si je peux utiliser ce mot-là, ce n'était pas vraiment pour pour éradiquer la corruption. Merci beaucoup. Mais c'était plutôt de défendre les proches, donc les voleurs là, parce que beaucoup de ceux-là qui sont dans le gouvernement, selon moi si je le crois, ce sont les proches du président, donc ce sont les gens que le président connaît très bien. Maintenant, pour défendre que ces gens-là puissent tomber dans le scandale là de vol, maintenant c'est pourquoi Gilles Alinguete a procédé qu'il soit avec eux, donc de placer ses pions pour qu'ils soient avec ces gens-là, pour que ces gens-là ne volent pas, pour que demain on ne parle pas du vol. Alors là, donc ça j'ai compris maintenant. Ça c'est une interprétation c'est ton interprétation, mais l'interprétation que d'autres personnes peuvent apporter. Mais bon, si on se focalise seulement à l'objectif final,
Si il a placé des contrôleurs dans les entreprises publiques pour protéger ses amis, pour qu'ils évitent de voler, pour qu'il n'y ait pas de problèmes demain. Ou bien s'il a placé ses contrôleurs dans les entreprises pour empêcher les gens qui ont envie de voler. L'objectif final, c'est-à-dire qu'à la fin, il n'y aura pas de vol. Quand il n'y a pas de vol, il y a moins de détournements, les revenus de l'État augmentent et l'État a plus de moyens de faire sa politique, payer la gratuité de l'enseignement. Du coup, moi, je crois que, quelle que soit la manière dont on voit la chose, si l'objectif final est atteint, moi, je crois que c'est une bonne chose. En tout cas. Merci encore, Anthony. Sinon, ça, c'était une parenthèse. On parlait encore du bilan de Félix dans 3 ans. Vous avez parlé de corruption. Oui. Mais ça y est toujours. Récemment, je peux citer, récemment on a parlé d'un certain Marcelin Bilomba, qui il paraît avec 14 millions, il a construit, je crois que c'était 2 écoles ou un hôpital. Donc il y a encore de corruption. Et on parle toujours de corruption. Donc c'est comme si Félix n'a rien fait encore jusque-là, en termes de corruption. Donc quand moi je parle du bilan, je ne disais pas que la corruption est finie. Ok. Je tente de dire le changement, c'est dans le sens que non. Aujourd'hui, là, il y a un élan qui a été lancé pour essayer de dissuader la corruption et les cas de corruption quand il s'avère, même quand il y a des soupçons de corruption, en tout cas, on en parle. Et ça rend même les gens là qui sont dans les pratiques de corruption mal à l'aise. Okay. Et c'est ce point-là que moi, j'applaudis. J'aime quand... Maintenant, moi, mon problème, c'était que croyez-vous vraiment que ces gens-là sont mal à l'aise? C'est ça, d'ailleurs, c'est ça ma préoccupation. Est-ce que ces gens-là sont vraiment mal à l'aise? Puisque ça continue toujours. Ou bien, j'allais même demander, est-ce que Tshisekedi Félix avait mis un mécanisme? Bon, je sais qu'on va encore parler de Jules Alenguet, mais à part Jules Alenguet, est-ce qu'il y a un mécanisme vraiment pour en finir avec la corruption peut-être tout entière? Il faut d'abord commencer. Pardon, je vais peut-être élaborer bien. Malgré avec la présence de Jules Alenguet, ça se passe toujours. Les détournements se passent toujours. Comme j'ai cité quand même un qui est un peu très récent, Marcelin Bilomba. Donc, comme je voulais dire, avant de commencer à analyser ce qui s'est fait maintenant, il faut d'abord essayer de comprendre d'où est-ce qu'on vient. Notre pays a connu, je veux dire, plus de 50 années, 60 années de corruption. Je crois depuis l'époque de la Deuxième République, la corruption, c'était une pratique qui était normalisée. Il n'y avait pas de conséquences quand tu voles les deniers publics. Ça a pris 60 ans pour établir la culture qu'on a aujourd'hui au Congo. Et un nouveau président qui vient avec un nouvel élan, il a de la volonté, mais je ne crois pas qu'une corruption qui s'est institutionnalisée pendant 60 ans peut être éradiquée en 3 ans. Donc surtout que même dans les pays de l'Occident où nous sommes ici, la corruption, ça existe. La seule différence, c'est que c'est à des proportions faibles et les conséquences sont réelles. Quand si on vous attrape. Et c'est ça le problème. Le problème, ce n'est pas qu'on va éradiquer la corruption, mais il faudra que ce serait important de voir que quand il y a des cas de corruption, qu'il y ait des conséquences et que ces conséquences-là puissent être un élément dissuadeur pour les gens qui ont encore cet esprit-là de vouloir corrompre. Ok. Merci beaucoup. Je vais rappeler à nos téléspectateurs que vous êtes en train de nous suivre dans notre émission Info Roundup. C'est une émission qui vous provient à partir de notre chaîne YouTube Red Pro Media. Notre invité aujourd'hui, c'est Anthony Mukuna. En tout cas, comme j'ai toujours dit, ce sont les personnes qui se sont distinguées dans notre communauté ici aux États-Unis. Alors, nous allons continuer avec nos questions. Nous en avons beaucoup. Il y a ce que moi, je peux appeler breaking news. Une information de Jean-Marc Abound. Breaking news. Normalement, j'avais déjà prévu que j'avais te demander est-ce qu'il va partir ou pas. Mais il paraît, comme je dis encore, il y a une breaking news qui vient de nous dire ici que non, finalement, il a été destitué. Jean-Marc Abound. La décision de Jean-Marc Abound dans l'UDPS en particulier, ou soit je peux dire, oui, en l'UDPS en particulier aussi, dans le pays en général, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous demande, est-ce que vous pouvez dire quelque chose de ça? Jean-Marc Abound, sa destitution. D'abord, comme j'ai dit, j'avais prévu de demander est-ce qu'il va quitter, est-ce qu'il va démissionner depuis qu'il avait lui-même tweeté qu'il allait démissionner, mais qu'il ne l'avait pas fait. Mais aujourd'hui, on a appris qu'on l'a finalement destitué du parti. Alors, moi, la question c'était l'impact de la décision de Jean-Marc Abound
dans l'UDPS en particulier et au pays, donc dans le pays en général? Est-ce qu'il y a un impact? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut dire sur ça? Bon, comme le disent les Américains, hot off the press. C'est-à-dire que cette information est sortie, je crois, dans les après-midi. Ouais. C'est chez nous, oui. C'est chez nous. Oui, il a été destitué de l'UDPS. Les conséquences dans le pays, dans le parti. Commençons d'abord dans le pays. Oui. Moi, je crois que notre pays a besoin d'avoir des institutions fortes, pas des hommes forts. Comme l'avait dit Obama. Comme l'avait dit Obama. Donc les gens peuvent venir partir, là, les institutions vont continuer à courir là. Exactement. Je ne crois pas que le fait qu'ils quittent l'Assemblée nationale va apporter quelque chose de spécial au pays, ou bien ce pays va manquer quelque chose de spécial parce que de toute façon, son bilan à l'Assemblée nationale, il est à discuter. Ok. Il est à discuter. Donc, et à boire à manger. Au niveau de l'UDPS, bon, au niveau de l'UDPS, je peux dire que il y a une bonne partie de l'UDPS, il s'est fait beaucoup d'ennemis au niveau de l'UDPS. Oui. Et qui aujourd'hui attendaient juste un moment pour s'y frotter les mains. Et je crois que ces gens-là sont aujourd'hui contents. Parce que les gens parlaient de Jean-Marc Carboun l'arrogant, qui ne respectait plus les gens. Oui. Il a commencé un peu à s'enrichir, on commençait à se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Apparemment, il vendait les postes ministériels. Oui. Si tu veux un poste, tu me donnes un peu d'argent. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, il est en mesure de construire, je ne sais pas, une maison par-ci, par-là. Il y a aussi une partie des gens de l'UDPS qui étaient des fanatiques de Jean-Marc Carboun, qui avaient comme l'impression qu'il était un peu le défenseur des locaux. Oui. Parce que l'UDPS, il y a une bonne partie des gens de l'UDPS qui venaient de l'Occident. Oui. C'est qu'on est les amis de Félix Tshisekedi de la Belgique, de l'Europe et consorts. Alors ces gens-là sont venus aujourd'hui, ils se retrouvent très nombreux au niveau de la présidence, de certaines institutions. Et ça a rendu certains adeptes et cadres de l'UDPS locaux qui ont fait le combat sur place un peu aigris. Oui. Et apparemment, Jean-Marc Carboun était un peu comme étant leur voix auprès de Félix. Peut-être, je ne sais pas si son départ peut aussi essayer d'influencer cette partie-là de l'UDPS pour peut-être quitter le parti. Voilà. Et je crois qu'on a une année des élections. Un parti à une année des élections a besoin d'unité que de division. Sur ce point-là, je ne sais pas s'il y a un avantage pour l'UDPS. Vous parlez des élections au Congo en 2023, croyez-vous que ça va se passer? J'avais appris auprès du président de la CI, lui-même, Seni, au contraire, qui lui-même avait dit qu'il n'avait pas encore de moyens. Croyez-vous qu'il y aura des élections au Congo? Comme vous avez parlé des élections. Croyez ou ne pas croire, mais aujourd'hui, Félix Tshisekedi, il est un fils de l'UDPS. Oui. Ce parti s'est battu pendant des années pour la démocratie. Ils ont combattu la dictature de Mobutu, de Kabila père, Kabila fils. Aujourd'hui, il accède au pouvoir. Et il a accédé au pouvoir par des voies démocratiques. Les gens ont beaucoup parlé par rapport au est-ce qu'il avait été élu ou pas élu, mais il y a eu alternance où un président est parti, un président est entré. Oui. Et si je me dis que si un président qui ne peut pas se permettre d'oser violer les délais électoraux de la présidence, c'est lui. C'est lui. S'il y a une erreur qu'il ne peut pas faire, qui ne sera jamais tolérée, que moi-même, je ne tolérerai pas, c'est d'aller avec un mandat au-delà des délais électoraux. Ça sera inacceptable. Ça sera inacceptable. Je suis content et on va continuer à parler du président. En tout cas, d'aucuns le traitent d'un président tribaliste, un président communautaire. Donc, il se voit comme s'il était là seulement pour les Balouba. Tshisekedi, la fois passée, il avait même parlé de Machia Moumeno, que les gens disent que si quelqu'un, en tout cas un Moulouba qui a dit, si un Moulouba dit ça, en tout cas, il est en train de dire donc à sa famille que non, je suis le vôtre, malgré tout ce que les gens disent, ne me laissez pas. Alors les autres ont dit non. En tout cas, ça c'est un tribalisme à ciel ouvert. Okay. Qu'est-ce que vous allez dire de ça? Les Machia Moumeno qui avaient fait vraiment un tollé général au Congo. Tshisekedi, est-il un président tribaliste ou pas? Ok. Tribaliste, qu'est-ce qu'il y a de tribaliste par rapport à ce qu'il a dit? Bon, donc c'est considéré, puisque les gens disent, quand vous êtes déjà président, vous n'êtes plus président seulement d'une petite communauté dans notre pays, donc d'une tribu au Congo. Vous êtes président de tout le monde, de toutes les tribus de la RDC. Maintenant, quand vous partez chez vous, vous faites que non, moi je suis le vôtre. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez dire des autres? Disons, quand il était à Mbujima, il dit que moi je suis le vôtre. Si c'était à Mbujima ou à Kanangala où il avait parlé de Machia Moumeno. Maintenant, quand il va partir, par exemple, à Uvira, qu'est-ce qu'il va dire aux gens d'Uvira? Qu'il est encore Machia Moumeno aux gens d'Uvira? Ou bien ça prouve vraiment qu'il est tribaliste? Parmi
aussi parmi les choses qu'on lui est en train de lui accuser. Ok. D'abord, je vais répondre cette question-là sur 2 volets. D'abord, le premier volet, c'est que, bon, est-ce qu'il a menti? Qu'il était quoi? Ce sont les siens, ce sont ses frères ou je ne sais pas, Machiami. Bien sûr, en tant que Moulouba, il n'a pas menti. Il a menti. Non. Ok. Bon, les gens qui sont en train de le condamner de l'avoir fait, ce sont ces détracteurs qui ont souvent condamné que non, le président, c'est seulement un président des Balouba. Bon, donc je crois que si c'est ça le problème, c'est-à-dire que non, ça n'a fait que continuer ce qu'il disait. Maintenant, le problème, c'est juste que ça vient de la bouche du président, c'est là que ça pose problème. Mais eux ont le droit de dire que non, il est le frère des Balouba. Il est le frère des Balouba. Un président, il a le droit de se vanter de son Non, laisse-moi finir. Eux ont le droit de dire que non, tu sais qu'il dit tu as le sang des Balouba. Oui. Mais quand lui le dit, ça devient un problème. Bon, ça c'est juste une parenthèse. Machiami Menou, donc vous êtes les miens. Je me rappelle en 2019, quand le président a fait, je crois, un meeting à Londres, il a utilisé le même terme aux gens de Londres. Vous êtes mes gens, quelque chose comme ça. Ok, non, à Londres. C'était à Londres. Je crois, à Londres, moi je sais les tollés qu'il avait fait encore. C'est moi j'avais appelé ça maladresse. Surtout que je suis quelqu'un d'Ouvira, j'avais appelé ça maladresse. La maladresse, selon moi, qu'il avait faite, c'est quand il avait dit que les Banyamulenge, ça c'est un autre sujet. Non, je parle d'autre chose. Attends, laisse-moi d'abord finir. Quand il avait dit que c'était nos frères. Là, tu es en train de couper mes idées. Okay. Laisse-moi d'abord finir. Là, tu es en train d'entrer dans un autre sujet. Je voulais finir. Ouais. Il avait dit aux gens à Londres que non, vous, les gens de la diaspora, vous êtes mes gens, donc vous abatunanga. Tu vois, au Congo, c'est les gens qui ont évolué au Congo quand on parle lingala. Oui. Les frères, les amis, yo mutunanga. Donc mutunanga. Donc tu es quelqu'un de mutunanga. Oui. Il a utilisé le même terme quand il était à Londres. Le seul problème, c'est que cette fois-ci, il l'a dit en Chiluba et il a dit en Bujimaï. C'est ça le problème. Moi, je dirais que ça, c'est une information que vous m'avez donnée. Je n'avais pas vraiment entendu ça. Il faut aller fouiller les archives de son meeting à Londres. De mon côté, je sais qu'à Londres, Félix avait parlé donc quand il disait des Nyamulenge, qu'ils étaient des Congolais, je crois, ou il y a des choses comme ça. Moi, vraiment, j'avais dit ça, comme je dis encore, c'est un autre sujet, mais comme on a parlé de ça, moi, j'avais considéré ça comme une maladresse. Il ne pouvait pas normalement dire ça. Mais c'est un autre sujet, mais le discours était long. Mais il avait dit aux gens à Londres que voilà, vous êtes les gens. Donc pour vous, Anthony, vous voulez nous dire aussi qu'un président dire à ses siens, parce que je reconnais aussi qu'il est Moulouba, bien sûr. Je reconnais que les gens de Mboujima sont ses siens. Ça, c'est très vrai, ce n'est pas un secret. Donc, mais quand même, c'est faire. Donc, pour vous, vous voulez dire que c'était normal pour un président de dire ça à ses siens. Il peut le dire partout. Ce n'était pas une communautarité, mais vraiment, c'était normal. Ça, c'est l'interprétation des détracteurs. Il peut le dire partout. Il peut le dire à Ouvira. En tant que Congolais, nous sommes Congolais. Nous pouvons être Congolais, on n'est pas de la même province, mais nous sommes du même pays. Oui. Je peux aussi dire tu es mon sang. Oui. De la même manière qu'il l'a dit à Londres, où il était en face des Congolais de plusieurs origines tribales. Oui. Les Balouba, les gens de l'Équateur. Oui. Il peut le dire aussi au Bas-Congo, il peut le dire aussi à Mbujimaï. Je ne crois pas que ça doit être un péché s'il le dit à Mbujimaï. Pendant que quand il l'avait dit à Londres, je ne sais pas où, c'était pas un problème. Moi, je crois que c'est juste qu'on est en train de chercher la petite bête. Ok. La petite bête, mais quand il le fait souvent, ce n'est plus une petite bête. Souvent, c'est-à-dire combien de fois ça se montre que c'est ça sa vie. Combien de fois il l'a dit? Bon, souvent. Si peut-être il n'a pas souvent, parlé, ça veut dire c'est plus d'une fois. C'est très bien. Peut-être il n'a pas parlé de Machia Meno très souvent, mais quand même, les gens, là, je parle des gens qui sont en train d'éprouver selon eux. Vraiment, c'est un président tribaliste. Quand ils ont parlé de Machia Meno, encore, les gens, quand ils parlent de ces nominations, il paraît que ces nominations vraiment sont toujours tendance à une seule tribu, et pas seulement une seule tribu, mais à un coin de la République. Okay. C'est comme ça, quand il fait ça, les gens disent que non, ça, ce n'est pas normal pour un président de faire ça. Par exemple, il paraît à la présidence, d'ailleurs, je voulais aussi parler de la présidence, parce que moi, personnellement, envers vous, Anthony, je vous respecte beaucoup, mais j'ai toujours entendu aux gens au Congo, c'est comme si on entrait nous sommes la diaspora congolaise, et puis, comme les gens peuvent le voir, que vous êtes aussi parmi les gens intelligents que nous avons. Mais il paraît qu'au Congo, dans l'enceinte de la présidence, donc aux alentours du président, il paraît que les gens qui sont là, ils sont en train de nous faire injurier, nous les diasporas. Ils sont en train de nous injurier. Il paraît qu'il y a donc l'incompétence totale.
Sinon, ça, on va parler de ça après. Mais sinon, j'ai compris. Donc, dire que les gens qui viennent de la diaspora sont incompétents. Sont incompétents, oui. Sinon, je voulais seulement énumérer parmi les choses que Félix est en train d'être accusé de tribalisme. On a parlé de Machem, mais nous, on a parlé aussi de ces nominations. Là, vous n'avez rien dit à propos de ces nominations qui tendent à être toujours vers une seule tribu et surtout un seul coin de la République. Ok. En termes de nominations, bon, si on va parler de nomination au niveau du gouvernement, selon les informations que moi j'ai, ce gouvernement-là est assez balancé en termes de tribus. Ok. Bon, si on parle en termes de présidence de la République, il paraît qu'il y a beaucoup de membres de ses proches, au niveau de la présidence. Ce n'est pas ça. Si c'est vraiment, ce sont des choix qui sont faits sur base des positions tribales. Oui. C'est quelque chose que je ne peux pas défendre. C'est quelque chose que je ne peux pas défendre. Laisse-moi finir. Si c'est ça le critère de sélection, en tout cas si le président le fait, en tout cas je le condamne. Parce que moi je ne peux pas encourager des choix qui sont basés sur des affiliations tribales. Mais laisse-moi finir. Okay. Mais il y a aussi une chose qu'il faut savoir. Oui. Même dans même les pays d'occidentaux où il y a la démocratie, ce qu'on appelle les elected officials, les gens qui sont élus par le gouvernement, ils ont le droit, quand ils vont occuper leur poste politique, de s'entourer d'un cabinet des gens à qui ils ont confiance, en qui ils croient. Moi, j'ai travaillé dans l'administration américaine pendant presque 10 ans. J'ai travaillé pour des elected officials, un secrétaire qui était élu par le gouvernement, par le peuple. À chaque fois que le secrétaire était élu, quand elle arrivait, elle amenait son cabinet. Les gens qui venaient du cabinet d'avant partaient. C'est ça. Et elle choisissait, elle avait la discrétion. La personne a la discrétion de choisir qui il veut pour s'entourer dans son cabinet, parce que tu dois travailler avec des gens en qui tu as confiance. Sur ce point-là, le président a le droit de s'entourer des gens en qui il a confiance, mais ça doit aussi être des gens compétents. C'est ça. Mais si le critère de sélection est basé sur l'appartenance tribale, c'est quelque chose que je condamne, que je n'encouragerai jamais. En tout cas. Maintenant, comment on saura quand même que... Amen, je vais changer d'ailleurs. Comment on saura, je vais continuer d'ailleurs, comment on saura que ça, les nominations qu'on est en train de voir sont basées sur la tribu. C'est quand on voit seulement s'il n'y a que des personnes d'une même tribu, d'une seule tribu. C'est là qu'on peut dire, en tout cas, ça, c'est comme si c'était basé sur le tribalisme. C'est pourquoi... Et quel est le pourcentage du personnel du cabinet du président qui est des origines kassaïennes? Je parle de ce que j'ai entendu. Donc, moi, je ne veux pas qu'on parle de ce dont on a entendu. Moi, je veux parler des faits. Est-ce que tu as des chiffres? Ça va, sinon, mon réalisateur vient de me signaler qu'on sommes restés qu'avec 5 minutes. Mais sinon, dans ces 5 minutes, là, nous avons un peu parlé. J'avais aussi prévu la question de... Je ne sais pas si vous avez entendu Paul Kagame, parce que je voulais parler vraiment de ce qui se passe, de l'état de siège. Peut-être dans 2 minutes, état de siège que le gouvernement avait mis. Comment vous dites quoi? Un échec ou une réussite? L'état de siège. Bon, je ne peux pas dire que c'est un échec parce que laisse-moi finir. Selon les informations qu'on a, c'est peut-être qu'il y a eu moins de tueries dans certains coins. Je ne peux pas dire que c'est une réussite parce que la situation n'est pas réglée. Oui, la situation n'est pas encore réglée. La situation n'est pas réglée. Mais ce que moi je condamne, c'est le fait que, on a une guerre qui a fait des années. Quand vous avez utilisé une solution qui ne marche pas, il faut essayer autre chose. Et je crois que là, quand il a déclaré l'état de siège l'année passée, il y a beaucoup de gens qui tentent de condamner avant même de donner le temps à l'état de siège de faire ses preuves. Moi, je crois que non, le statu quo, c'est ce qui n'est pas bien. Si aussi on se rend compte que l'état de siège, 2-3 ans passe comme ça, il n'y a pas de résultat, il faut chercher autre chose. Quand il y a un problème, on essaie de trouver des solutions. Quand tu essaies une solution qui ne marche pas, essaie autre chose. En tout cas. Il ne faut pas seulement se contenter de dire que non, ce que tu essaies là, c'est pas bien. Non, il ne faut pas faire les choses de la même manière si les choses ne marchent pas. En tout cas, merci beaucoup. Sinon, comme nous avons dit, c'était seulement 5 minutes qui nous étaient restées. J'ai toujours eu cette question à la fin. Je sais que nous sommes ici. Nous n'allons pas voter, mais quand même, je sais que parmi nous, il y a des gens qui sont un peu influentes, des personnes qui sont influentes, qui peuvent dire à des personnes là-bas, hey, papa, il faut voter pour telle ou telle personne. Dites-nous, Anthony, pourquoi
si jamais il y a des élections en 2023, comme vous avez dit vous-même, c'est une erreur que Félix ferait s'il n'organise pas des élections en 2023. Dites-nous s'il y a des élections en 2023. Pourquoi comment je peux dire ça en français? Pourquoi voterions-nous? C'est ça, non? Pourquoi voterions-nous pour Félix Tshisekedi encore plus que vous-même? Je sais que vous avez parlé, j'aime comment vous êtes exprimé. Sinon, pour moi, je dirais que non. Donc, Félix a encore beaucoup à faire. Alors, comme il a encore beaucoup à faire, mais peut-être quelque part, il y a quelqu'un qui peut faire déjà bien ou mieux, plus que lui. Maintenant, dites-nous, pourquoi voter pour Félix en 2023 pendant qu'il a beaucoup de lacunes qu'il est en train de montrer. Bien que vous avez parlé qu'il a de bonnes intentions, ça va, mais quand même, quelque part, il y a quelqu'un qui peut déjà avoir plus de bonnes intentions, plus que Tshisekedi a aujourd'hui. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est ça. Maintenant, la question c'est pourquoi voter pour Félix en 2023 après tout ça? Bon, là, tu me poses la question comme si moi je suis en train de faire la propagande de Félix Tshisekedi. Non. Je ne suis pas en train de faire sa propagande et je n'ai pas peut-être des bonnes raisons à donner aux gens pour lesquels il faut voter pour Félix Tshisekedi. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, à ma place, c'était même dès le moment où Félix Tshisekedi a pris le pouvoir, je disais souvent aux gens que si Félix Tshisekedi ne faisait qu'un seul mandat et laissait le pouvoir, il aurait rendu un grand service au pays. Et ça va le grandir davantage dans l'histoire du pays. Parce qu'on n'a pas besoin des hommes forts. En tout cas. On a besoin des institutions fortes. Moi, je ne crois pas que c'est Félix Tshisekedi qui a les solutions à tous les problèmes de notre pays. Moi, je crois qu'il a trouvé beaucoup de problèmes. Et si peut-être qu'il a peut-être fait ce qu'il pouvait faire. Et s'il y a peut-être certaines solutions qu'il n'est pas en mesure de faire, c'est pas en fait de se passer le relais. En tout cas. Peut-être qu'il y a une personne qui peut venir après lui, va mieux faire. Moi, si ça dépendait que de moi, si j'étais un conseiller proche de Félix Tshisekedi, je lui dirais, ne vous représentez pas en 2023. En tout cas. Et laissez le bâton à quelqu'un d'autre. Et s'il le fait, il aura rendu un grand service dans le pays parce qu'il aura continué le cycle de l'alternance du pouvoir. Et aussi, il aura lancé un élan. Ou peut-être il y a comme on parle de la corruption, si peut-être la personne qui vient vers lui essaie de continuer dans ce même élan-là, et surtout si la personne sait que non, voilà, les deux présidents qui étaient avant moi sont partis par les voies normales, les présidents auront encore un peu plus ce sens-là de accountability, comme on dit en anglais, c'est-à-dire non, rendre les comptes. C'est ça. Alors quand tu sais que non, tu dois rendre des comptes, tu es là pour un certain temps et tu n'es pas là pour éternellement, tu as vraiment besoin de faire le mieux possible pour qu'à la fin, tu puisses être en mesure de bien défendre ton bilan. En tout cas, et c'est ça la dernière parole que nous allons voir dans notre émission. Nous allons encore vous remercier, vous tous qui vous nous suivez de partout où vous êtes. Je sais que vous êtes vraiment nombreux à nous suivre. Et puis nous allons aussi remercier Anthony. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Et j'espère que ça ne sera pas la dernière fois d'être avec nous. Merci beaucoup, Anthony. Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Ready Pro Media, strong and swagger team. Teacher of teachers. In a world